Une qui peut être impactante, c'est quand vous parlez à la victime au début de la mission et qu'après elle est décédée. Ça m'est arrivé 2 fois et ça fait un choc. Quand d'un claquement de doigts, une personne vous parle, vous signale qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent partir et qu'en fait, elle part. Bonjour, je suis le caporal Laurent de Becker, pompier à la zone de secours du Brabant Wallon depuis 2010 et ambulancier depuis 2007. J'ai 39 ans et je viens vous parler du métier d'ambulancier. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes pompier et ambulancier comme tous les pompiers, mais vous avez commencé votre carrière d'abord comme ambulancier. Racontez-nous. Tout à fait, je suis rentré dans le milieu des secours d'abord comme copilote d'ambulance au 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, ce qui m'a donné envie d'aller plus loin dans les formations. Donc j'ai fait secourisme et puis aide médicale urgente, qui est la formation nécessaire pour faire de l'ambulance en 112 en Belgique. Et ensuite, j'ai fait quelques années là-bas en tant que volontaire sur le PIT d'Ixelles et l'ambulance Molière, en attendant de passer les examens d'entrée chez les pompiers de Braine-l'Alleud, où je suis depuis 2010. D'accord, donc pompier et ambulancier. Comment est-ce qu'on arrive à switcher dans la tête entre une mission incendie et une mission médicale ? Personnellement, je trouve ça très riche comme métier parce que chaque journée est différente. Et alors, on a des rôles de garde qui sont définis par le chef de garde. Et en fonction du rôle qu'on a, on est ambulancier ou pompier ou les deux. Donc, depuis peu, le premier départ ambulance est bloqué vraiment pour l'ambulance. Le deuxième et le troisième départ ont aussi un rôle au feu, donc il faut être attentif à son téléphone, à son bip et aux appels qui passent en caserne pour savoir dans quel véhicule on doit se trouver et dans quel uniforme on doit être, parce qu'évidemment on ne part pas au feu en tenue d'ambulancier et inversement. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont un pompier et un ambulancier perçoivent une scène d'intervention ? Alors par rapport à votre question, non, parce qu'on est ce qu'on est, on est intrinsèquement pompier-ambulancier. Je pense que c'est une vocation et notre cerveau a l'habitude, moi ça fait 15 ans que je passe de l'un à l'autre et donc dans une situation X, nos deux cerveaux vont travailler pour analyser les risques et notre boulot d'ambulancier en même temps. Donc on passe facilement de l'un à l'autre et c'est pour ça qu'un ambulancier, par exemple sur un accident de voiture, aura aussi des réflexes au niveau sécurité qu'un ambulancier classique, on va dire, n'aurait peut-être pas par son expérience et par ses connaissances dues aux formations qu'il fait depuis quelques années. Si vous deviez choisir une mission qui vous a vraiment fait évoluer dans votre manière d'intervenir, alors pas forcément la plus marquante, mais la plus formatrice peut-être, est-ce que vous avez une expérience en tête ? J'en ai 2 en tête. J'en ai une avec un ouvrier qui était tombé sur des tiges filetées de barres à béton. Et il a fallu travailler en collaboration avec les pompiers et l'ambulance et le SMUR pour arriver à le déloger de là, en fait, couper la barre sans le brûler, avec la disqueuse qui fait chauffer le métal et à la fois lui donner les antidouleurs nécessaires. Une qui peut être impactante, c'est quand vous parlez à la victime au début de la mission et qu'après elle est décédée. Ça m'est arrivé 2 fois et ça fait un choc. Quand d'un claquement de doigts, une personne vous parle, vous signale qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent partir et qu'en fait, elle part. Et donc ça, oui, ça marque un petit peu. Laurent, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'un jeune tient le coup dans le métier ou au contraire abandonne ? Ce qui fait qu'on tient le coup dans le métier, c'est l'esprit de groupe. Le fait de faire partie d'un groupe, d'arriver tous les matins et surtout de se rendre compte que chaque journée va être différente. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, avoir un boulot redondant, toujours la même chose, le même poste de travail et tout ça, c'est un peu compliqué. Ici, qu'on soit pompier ou ambulancier, chaque mission change, chaque journée est différente et donc c'est ça qui, personnellement, je trouve le travail très intéressant depuis 15 ans. Et ouais, c'est la force de ce métier. On est un peu les couteaux suisses de l'urgence, j'utilise toujours cette métaphore pour dire que il n'y a pas que le feu, il n'y a pas que la désincar, il n'y a pas que l'ambulance, il y a toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas. Aller chercher des gens qui sont tombés dans un ravin ou des choses comme ça. Donc c'est un métier intéressant en tout cas quand on a envie de se bouger un petit peu. Et alors en 15 ans, est-ce que vous avez constaté une évolution dans la typologie des interventions, dans la gravité peut-être aussi ? Alors j'ai l'impression que la gravité a diminué, en tout cas pour tout ce qui est accident de roulage, grâce à l'évolution des voitures, de la signalisation et de la prévention. Donc on a moins d'accidents impressionnants qu'on avait à l'époque, parce qu'à l'époque ils faisaient des voitures très solides, qui ne se déformaient pas beaucoup, et donc l'impact sur les victimes était important. Maintenant la voiture est complètement achetée à la poubelle, elle est déformée de partout, mais la victime est moins impactée.
Et à contrario, je trouve qu'on est plus appelé pour rien, pour de la bobologie, en utilisant le jargon, car en Belgique, malheureusement, il n'y a pas de régulation au niveau du 112, ou très peu. Donc quand vous faites le 112, vous dites que vous avez besoin d'une ambulance parce que vous ne vous sentez pas bien ou parce que vous avez mal à la jambe, ils vont vous envoyer l'ambulance. Ils ne vont pas essayer de gratter plus loin. Et donc on se retrouve à bloquer des effectifs 112, donc des ambulances d'urgence, pour des missions qui peuvent être faites par des ambulances non urgentes s'il faut absolument coucher la victime, ou même par un taxi si la personne elle doit juste aller à l'hôpital pour une radio. Ça m'est déjà arrivé que des patients nous attendent quand on arrive, on roule feu bleu sirène pour quelqu'un qui fait un malaise, on grille tous les feux rouges pour arriver, et les gens sont avec les valises devant la porte en disant « Ah, j'ai une pneumonie, je dois aller à l'hôpital ». Et ils marchent à l'ambulance, ils viennent s'asseoir à l'arrière. Et on n'a pas de recours pour l'instant contre ce type de personnes qui utilisent les moyens mis à la disposition des vraies urgences pour des choses qui ne sont pas du tout urgentes. Alors dans cette évolution, il y a peut-être aussi des nouveautés technologiques. Est-ce qu'il y a du nouveau matériel qui est apparu ces dernières années qui est vraiment utile pour l'ambulancier ? Tout à fait, on a du matériel de brancardage. On avait une chaise avant qu'on utilise, on l'a toujours mais elle a été modifiée, qui nous permettait de porter un patient assis dans les escaliers. Donc on devait vraiment le porter à la force des bras, et maintenant ils nous ont acheté des chaises avec des chenilles qui freinent la charge, et donc on peut poser cette chaise sur les escaliers, ça ne fonctionne que sur des escaliers droits, et qui nous permet de ne pas devoir porter la victime de tout son poids et juste de l'accompagner dans l'escalier. Il y a aussi tout ce qui est appareil de monitoring, on n'en a pas ici, mais il y a beaucoup d'ambulances qui sont équipées avec des monitorings pour prendre la tension, la saturation, etc. À ma connaissance, plus au niveau pompier, oui, les camions ont pas mal évolué, donc toujours plus de matériel, plus d'électronique, c'est pas toujours bon, mais ça évolue en tout cas. Et alors dans certaines zones, certains pompiers ne sont pas ambulanciers. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour qu'ils prennent en compte la réalité du boulot d'ambulancier ? La réalité du boulot d'ambulancier, c'est la détresse des gens constamment, qu'elle soit petite ou grande. Et donc c'est vrai que quand les pompiers et les ambulanciers travaillent ensemble, si les pompiers ne sont pas ambulanciers, juste peut-être leur dire voilà, que c'est une collaboration, que ce n'est pas des parias, les ambulanciers, ce n'est pas des gens moins bien qu'eux dans certaines circonstances, il y en a qui pensent comme ça, et qu'on participe tous à un seul objectif, c'est aider les gens, et qu'on est bien content d'avoir les uns comme les autres, les deux casquettes. Les pompiers sont contents d'avoir les ambulanciers quand ils en ont besoin, et inversement. Et c'est pareil avec la police en fait. De mon point de vue, et je n'engage que ma parole, c'est qu'on est toute une équipe, l'équipe des secours, que ce soit pompiers, ambulanciers, police, SMUR, et on doit travailler ensemble. Et quand il y a cette idée-là chez tout le monde, ça tourne super bien. Alors on imagine bien que ce métier a un impact sur la vie de famille. Alors vous, comment est-ce que vous faites pour trouver un bon équilibre ? Alors pour trouver un bon équilibre, déjà il faut avoir la bonne personne à la maison, et ça je le dis haut et fort, derrière chaque pompier, chaque femme pompier, je ne sais plus si on dit pompier ou pas, il y a un compagnon, un mari, un homme, une femme au domicile qui gère derrière, parce que quand on est ici pendant 24 heures, il y a quelqu'un qui s'occupe tout seul de la famille, d'aller déposer les enfants et tout, et aussi de supporter nos humeurs, parce qu'il n'y a rien à faire quand on vit des choses un peu pas très chouettes, un peu des tracas, et qu'en plus on a un petit peu de fatigue, qu'elle soit physique ou psychologique. On n'est pas toujours de bonne composition à la maison, on n'arrive pas à... Et on ne doit pas garder tout ça pour nous. C'est faux de dire il faut laisser le boulot au boulot et les problèmes familiaux à la maison, c'est impossible, on est humain. Et donc, oui, ça, je trouve que c'est un gros impact. Et pour le gérer, le maître mot, c'est la communication. Que ce soit au boulot, pour parler de ses problèmes de famille, ou que ce soit à la maison pour parler des problèmes qu'on a eu au boulot. Et le fait d'en parler, ça décharge l'énergie et on peut trouver des solutions. Et aussi, il y a la cellule psychologique qui a été mise en place depuis peu ici dans le Brabant wallon. Une grosse révolution pour nous, parce qu'avant c'était un métier où c'était un peu mal vu d'aller... j'ai vécu quelque chose de triste, je le vis pas bien, etc. On était un peu hués à l'époque, à l'ancienne époque on va dire. Et maintenant on se rend compte qu'il y en a qui en ont souffert beaucoup, et donc ils ont mis des moyens pour pouvoir en parler. Et ça, tout ça mis ensemble permet de gérer nos petits soucis. Merci Laurent. Avec plaisir, merci d'être venu et de nous avoir écoutés. En tout cas, c'est chouette de pouvoir en parler.